thématique qu'on fait dans le cadre du dispositif conseiller numérique. Le replay ainsi que toutes les ressources dont on va parler aujourd'hui seront disponibles sur la base conseiller numérique à l'issue de ce webinaire. Donc si vous devez nous quitter en cours de présentation, vous pourrez retrouver tout ça dessus. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure des présentations. On sera 2 et plus à modérer le chat aujourd'hui, donc on pourra faire remonter directement vos questions aux présentateurs et aux intervenants. On est assez nombreux aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'on ouvrira les micros, parce qu'après c'est un petit peu compliqué à gérer, mais en tout cas, voilà, on sera présente sur le chat si vous avez des questions. Ce qu'on va faire juste avant de démarrer, c'est un petit tour de table pour présenter tous les intervenants aujourd'hui et puis après je balayerai un peu le programme. Donc moi, c'est Jeanne Piacentino, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille à la Banque des Territoires et je suis en charge de l'animation, de l'outillage et de la valorisation du dispositif conseiller numérique. Je vais laisser le soin à la Banque de France de se présenter. Marc? Oui, bonjour, Marc Bégry, donc directeur des services aux particuliers à la Banque de France. Nathalie Ravet, directrice départementale du Gard pour la Banque de France et déléguée de domaine accueil inclusion financière des usagers pour la région Occitanie. Merci beaucoup. Paul de WeTakeCare. Oui, bonjour, Paul Gonelius, directeur de projet chez WeTakeCare, qui est une association qui agit sur l'inclusion numérique de différentes manières. On est notamment à l'origine de la plateforme Les Bons Clics que vous utilisez peut-être dans votre travail. Et donc on agit sur l'inclusion numérique, mais aussi sur l'inclusion numérique financière, dont on parlera aujourd'hui plus spécifiquement. Merci beaucoup. Et Marion et Johan, côté CCAS. Bonjour, Marion Guéguin, CESF de formation au sein du CCAS de Montpellier, dans un point conseil budget. Vous pouvez peut-être présenter Johan aussi s'il n'arrive pas à se connecter. Ouais. Alors, il y aura aussi Johan Clan, qui est notre conseiller numérique, avec lequel on travaille sur les points conseil budget et eux sur les actions numériques. Merci beaucoup pour ce tour de table. Juste pour vous situer un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aborder le sujet de l'inclusion bancaire et financière. On fait la distinction, vous verrez pourquoi, et quel lien avec la médiation numérique. Donc on va démarrer avec une présentation des missions de la Banque de France qui travaille énormément sur ce sujet, notamment autour de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. WeTakeCare nous présentera aussi les acteurs et les liens avec la médiation numérique qui sont à faire. Ensuite, on fera un temps sur les outils et ressources qui sont mobilisables. Donc encore une fois, la Banque de France nous présentera tous les outils qu'ils ont à disposition et les ressources que vous pouvez aller chercher pour accompagner vos publics. Et puis on reviendra sur les bons clics, je sais que certains connaissent très bien aussi, pour vous montrer les ressources que vous pouvez aller mobiliser sur ce sujet directement là-dessus. Et ensuite, donc, on aura le témoignage et les retours d'expérience du CCAS de Montpellier autour des points conseil budget et de leur expérience aussi du conseiller numérique dans l'accompagnement autour de l'inclusion bancaire. Je vais laisser la main, du coup, à la Banque de France pour démarrer cette présentation. Donc, Marc, Nathalie, je laisse la main. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je m'occupe donc à la Banque de France des services publics qui nous sont confiés ou reconnus par l'État et qui s'adressent plus particulièrement au grand public. Alors, c'est vous qui faites dérouler le diaporama? Tout à fait, je suis le déroulé. Eh bien, écoutez, vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la Banque de France, bon, rapidement, on traite les situations de surendettement, je pense que vous le savez. Également, nous gérons des fichiers d'incidents qui sont alimentés par les banques lorsque des particuliers ont des incidents caractérisés en matière de remboursement de crédit ou encore, bien sûr, des rejets de chèques ou des problématiques de cartes bancaires utilisées de façon abusive. Et en lien, nous gérons les droits d'accès. Et nous sommes très sollicités à ce titre par des personnes qui apprennent qu'elles sont fichées ou qui suspectent qu'elles sont fichées et qui veulent savoir par qui, pourquoi, pour combien de temps, quelles conséquences et comment être radiées. Nous avons également le dispositif de droit au compte, sur lequel on pourra peut-être revenir pour les personnes qui n'arrivent pas à ouvrir un compte bancaire. Et bien enfin, nous avons un service qui est connexe, qui est le service Infobanque Assurance. Les particuliers peuvent s'adresser à nous. Nous n'avons pas de rôle de médiation, mais par contre, en fonction des problématiques qu'ils rencontrent, nous leur délivrons des informations pratiques sur la réglementation en matière de droit bancaire ou assurantiel pour les consommateurs.
et nous les orientons vers, pour aller plus loin, vers les acteurs, notamment les services réclamation, les médiateurs des banques ou des assurances lorsque c'est nécessaire. Et dernier petit point, nous avons déjà depuis plusieurs années une action de soutien au microcrédit social accompagné. Et cette année, donc, comme vous allez le voir, on fait une action supplémentaire pour essayer de promouvoir le microcrédit. On ne fait pas de microcrédit nous-mêmes. On fait simplement, en complément des acteurs qui en font, de l'information générale du public pour essayer de promouvoir ce dispositif d'inclusion financière. Alors, par rapport à ces services, le public a 4 moyens pour nous joindre. Voilà, c'est encore la partie droite de cette diapo, merci. Nous sommes présents dans chaque département, donc le public peut tout à fait venir nous rencontrer physiquement dans nos agences, on dit dans nos succursales. Et puis, très classiquement, nous avons également, bien sûr, nous offrons la possibilité de nous appeler par téléphone, de nous saisir en ligne ou encore de nous écrire. Voilà. On a un numéro particulier qui est le 3414, qui est le numéro unique depuis 1 an et qui permet aux usagers de pouvoir nous joindre facilement du lundi au vendredi. Alors, en synthèse sur cette diapo, je ne m'étendrai pas aussi longuement, rassurez-vous, sur les diapos suivantes. Comme vous le voyez, on a eu à peu près entre les personnes qui nous ont contactés directement et les personnes qui ont visité notre site sur les pages pour se renseigner sur nos services ou prendre une information. On a eu à peu près 3,8 millions de contacts en 2022, ce qui est plutôt une hausse, mais ça tient principalement, selon nous, à un meilleur effort de visibilité de nos services publics pour que le public soit informé de ce qu'on fait et qu'il peut nous saisir lorsque nécessaire. Voilà sur cette page. S'il y a un petit temps pour les questions, je les prendrai après. La Banque de France préside également l'Observatoire de l'inclusion bancaire, donc c'est le gouverneur de la Banque de France qui le préside. C'est un ensemble qui réunit des représentants des banques, d'associations, de l'Union des CCAS également, et puis des représentants d'acteurs publics, et qui a pour vocation en fait d'observer, comme son nom l'indique, mais au-delà d'échanger, de proposer éventuellement des évolutions sur tous les dispositifs d'inclusion bancaire ou financière qui sont cités là. Donc il y a déjà ceux que j'ai indiqués, mais il y a également le dispositif clientèle fragile qui est mis en œuvre par les banques, sur lequel on pourra revenir, mais qui consiste notamment pour les personnes qui ont beaucoup d'incidents bancaires à détecter ces situations, à mettre en place un plafonnement des frais d'incident et à proposer une offre de services dédiée à cette clientèle. L'Observatoire existe depuis 2014 et peut indiquer également en complément que depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a dans chaque département une sorte de mini-observatoire de l'inclusion bancaire qu'on appelle le Conseil de l'inclusion financière, qui réunit là aussi dans chaque département les mêmes types d'acteurs pour faire mieux connaître les dispositifs d'inclusion financière et puis également pour faire remonter les problématiques de terrain. On peut passer. C'est ce que je viens de dire, donc on peut passer également. Merci. Vous avez à disposition, parce que les services dont je viens de parler, vous l'avez compris, s'adressent essentiellement au grand public, mais nous avons également dans chaque département un correspondant qui est dédié de façon générale aux associations, aux intervenants sociaux, pour avoir des renseignements, pour signaler des problématiques sur tous ces sujets. Donc c'est le correspondant inclusion financière, donc il y en a encore une fois dans chaque département. Pour le saisir, vous aurez le diaporama, de toute façon, il y a 2 moyens, par courriel, comme c'est indiqué, ou au 3414, c'est-à-dire le même numéro d'appel que pour le grand public, mais il suffit lorsque vous décrochez et qu'il vous ait demandé ce que vous souhaitez, de prononcer le mot CORIF, qui est l'acronyme de correspondant inclusion financière, et vous serez, dans 99% des cas, orienté vers une personne qui saura soit répondre directement à vos questions, soit prendre votre question et la transmettre à quelqu'un qui vous rappellera ou qui reprendra contact par mail derrière. Donc c'est un service dont vous pouvez aussi bénéficier si vous avez une question par rapport à des personnes que vous accompagnez qui touchent à ça ou simplement pour la mettre en contact avec nous. Rapidement, pour aller un peu plus loin, la procédure de droit au compte, donc c'est une procédure qui existe depuis fort longtemps. L'an passé, il y a à peu près 30 000 personnes en France qui en ont bénéficié. Elle est ouverte à toute personne qui est dépourvue d'un compte bancaire. Alors, il y a quelques conditions supplémentaires, mais qui sont assez légères. Donc, ça concerne des particuliers, mais ça concerne aussi un entrepreneur individuel ou une association.
Et donc, le principe est simple, c'est que la personne nous saisit, nous désignons une banque qui sera tenue d'ouvrir un compte avec des services bancaires de base gratuits associés. Ceci pour éviter que des personnes se retrouvent sans compte bancaire en France. Le surendettement, là aussi assez connu, peut-être mieux connu encore. Donc, vous savez, dans chaque département, il y a une commission de surendettement. La Banque de France assure le secrétariat. Ça s'adresse cette fois-ci qu'aux particuliers. Et le critère déterminant, c'est d'être dans l'incapacité de faire face à ses dettes. Il n'y a pas besoin que ce soit des dettes de crédit. Il y a bien sûr une grande majorité de dossiers dans lesquels il y a des dettes de crédit, y compris découverts. Mais nous avons également des dossiers où il n'y a aucune dette de crédit, où il s'agit simplement d'impayés de loyer ou de charges courantes. Et donc à partir de là, il y a un processus. C'est une procédure qui est très protectrice pour les personnes qui y entrent. Elle est relativement ouverte puisque 95% des dossiers qui sont déposés sont acceptés. Et après, pendant la procédure, donc, il y a un dispositif protecteur, notamment le compte bancaire est maintenu, les moyens de paiement adaptés sont maintenus par le banquier, il y a plafonnement des frais d'incident, les saisies sont arrêtées, je cite que les mesures principales. Et au terme de la procédure, les commissions vont de trois choses l'une, soit instaurer un moratoire, soit permettre de rééchelonner les dettes, soit dans les cas les plus graves, effacer les dettes. Et ça peut bien entendu être un mix des trois. Excusez-moi pour le bruit derrière. On peut passer. Ça, ce sont les chiffres sur les situations de surendettement. Donc, nous avons une petite hausse en 2022, mais il faut noter qu'elle fait suite à 3 années qui étaient un peu particulières dans le contexte de la pandémie, avec une forte baisse à partir de 2020. Et si on regarde par rapport à 2019, nous sommes toujours sensiblement en dessous des dépôts de dossiers de cette année. Donc, une situation relativement maîtrisée. Il n'y a pas d'explosion actuellement du surendettement en France. Et quand vous voyez le graphique du bas, la courbe bleue, c'est le total des dossiers depuis 2010. Et vous voyez que finalement, depuis 2014-2015, on a une baisse continue du nombre de dossiers de surendettement qu'on attribue principalement à 3 causes. Un meilleur encadrement de la distribution du crédit à la consommation depuis la loi Lagarde en 2010-2011. Également, à partir de 2015, une baisse continue du chômage. Et troisième élément, l'action des commissions qui, à partir de 2014-2015, ont utilisé beaucoup plus les mesures d'effacement, ce qui limite les redépôts de dossiers, c'est-à-dire les personnes qui ont déposé un dossier de surendettement et qui redéposent quelques années après parce que leur situation n'est pas complètement réglée. Les fichiers d'incidents, je les ai rapidement évoqués tout à l'heure, donc c'est fichiers des incidents de crédit, le FICP, ou les chèques, le FCC. Là aussi, nous avons plutôt tendanciellement, les graphiques ne le montrent pas, mais si on se projetait sur 10 ans, on a plutôt une diminution du nombre de personnes qui sont inscrites. Le chèque, ça s'explique bien sûr parce que de moins en moins de personnes utilisent le chèque. Les crédits, c'est le reflet parallèle de ce que je vous indiquais sur le surendettement, c'est-à-dire une meilleure distribution du crédit à la consommation, notamment depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, toute personne peut exercer son droit d'accès auprès de la Banque de France si elle veut des renseignements sur sa situation, on regarde ses fichiers. Le service Infobanque Assurance, je l'ai cité tout à l'heure, explicité, donc je ne vais pas m'appesantir. Vous avez quelques exemples concrets en dessous. Et enfin, je finis par le microcrédit. Donc, je vous ai indiqué qu'on ne faisait que informer, promouvoir, faire mieux connaître le microcrédit. Et nous avons, depuis septembre, en fait, repris de la Caisse des dépôts et consignations l'annuaire des acteurs du microcrédit en France, sur proposition de la Caisse des dépôts. Précédemment, c'était sur le site géré par la Caisse des dépôts qui s'appelait francemicrocrédit.org. Et donc, nous l'avons repris, actualisé et placé sur une rubrique dédiée du site de la Banque de France. Où vous retrouvez toutes les informations, c'est banque-france.fr. Vous retrouvez toutes les informations sur tous les sujets que je viens d'évoquer, les fichiers, le surendettement, le recompte, la réglementation bancaire, assurance, et donc le microcrédit. Si un jour vous voulez un renseignement sur, dans un département, quels sont les acteurs auxquels on peut s'adresser pour du microcrédit, notamment le microcrédit personnel, vous pouvez aller sur cet annuaire en ligne. Pour finir, quelques éléments sur le dispositif clientèle fragile, donc qui n'est pas géré directement par la Banque de France, c'est mis en place par les banques. La Banque de France ne fait
au niveau de l'Observatoire de l'inclusion bancaire que superviser la bonne mise en œuvre de ces dispositions. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est que les banques ont l'obligation de détecter les clients en situation de fragilité financière. C'est d'abord les personnes surendettées, mais ça, l'information, elle est officielle puisqu'elle est notifiée à la banque teneuse de compte. Et après, c'est essentiellement des personnes qui cumulent un grand nombre d'incidents bancaires et qui, parallèlement, ont des revenus qui arrivent sur leur compte qui sont relativement faibles. Donc, quand ces deux conditions sont réunies, les banques doivent mettre en place un plafonnement des frais d'incident. Il ne peut pas y avoir plus de 25 € par mois de frais d'incident à partir de ce moment-là. Ça, le client n'a rien à demander, c'est fait d'office. Et il y a une proposition qui, en parallèle, est faite au client, qui est de souscrire une offre de service qui est censée lui permettre de mieux piloter son budget et qui, par ailleurs, va lui permettre de bénéficier d'un plafonnement supplémentaire. Donc, le client n'est pas obligé de souscrire cette offre, mais il le peut. Et en France, en 2022, au 31 décembre, on avait schématiquement, je pense que c'est la diapo d'après, voilà, un peu plus de 4 millions de personnes qui, au 31 décembre, bénéficiaient du plafonnement des frais d'incident. Et c'est le graphique du bas, un peu plus de 800 000 personnes qui, parmi celles-ci, avaient souscrit l'offre dont je viens de vous parler, l'offre de service clientèle fragile. Voilà, ça je viens d'en parler. Et ça également. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce qui est de la présentation à la fois de nos services publics et puis plus largement des dispositifs d'inclusion financière. Et donc là, je crois que c'est un autre intervenant qui prend le relais. Oui, merci beaucoup Marc. On a juste une question dans le chat de Myriam Denis qui demande si toutes les banques sont en mesure d'ouvrir un compte aux personnes en fracture bancaire. Alors, d'abord, techniquement, oui. C'est-à-dire qu'une banque... il faut comprendre qu'une banque a une liberté de choisir si elle dit oui ou non à quelqu'un qui veut devenir son client. Mais de base, pour quelqu'un qui réside en France, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il ouvre un compte bancaire, en tout cas au plan juridique. Après, il arrive que des personnes n'arrivent pas, malgré tout, à se faire ouvrir un compte bancaire. Et si elles le souhaitent, c'est là où elles peuvent nous saisir, nous, Banque de France, pour, dans le cadre de la procédure de droit au compte, que nous lui désignions une banque qui sera tenue de lui ouvrir un compte bancaire. On estime aujourd'hui en France, quand on pose la question dans différentes enquêtes, que 99,5 ou 6% de la population adulte est bancarisée. Alors bancarisée au sens large, c'est-à-dire l'immense majorité c'est un compte bancaire, mais il y a également des personnes qui ont un compte de paiement. Je crois que Nathalie Ravet y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a également des personnes qui ont un livret accessibilité auprès de la Banque Postale. Alors, c'est plus ou moins dégradé, mais tous ces moyens permettent de domicilier des revenus et puis de payer des dépenses à partir d'eux. Et après, il y a toujours 02, 03, 04, ça dépend des enquêtes, personnes qui, au moment où on réalise l'enquête, expriment qu'elles n'ont pas de compte ou de livret. Et vous voyez que bon, si on regarde à l'échelle du monde, on est un pays extrêmement bancarisé avec une très forte prévalence de l'inclusion bancaire au sens strict, c'est-à-dire que quasiment tout le monde a un compte. Et pour les personnes qui n'y arrivent pas, on est là justement, nous la Banque de France, pour aider à ce qu'elles sortent de là et qu'elles aient un minimum de comptes et de moyens de paiement associés. Merci beaucoup. On avait 2 questions sur les délais. Donc au bout de combien de temps est-ce que l'effacement au fichier se fait et combien de temps prend la procédure de droit au compte en général? Alors, s'agissant du fichage, de l'inscription sur nos fichiers, évidemment ça dépend, mais le cas général, c'est une durée de 5 ans. Alors ça peut être plus court, bien entendu, c'est-à-dire qu'à tout moment, la personne qui est inscrite sur le fichier peut être radiée si elle règle auprès de l'établissement qui l'a fiché les incidents qui sont à l'origine du fichage. Pour dire concrètement, s'il s'agit d'un impayé de crédit, si elle règle l'impayé de crédit auprès de la banque qui l'a inscrite, évidemment, la banque va avoir l'obligation de la radier du fichier, et donc ça pourra être fait à tout moment avant le terme des 5 ans. C'est pareil pour des chèques impayés. Mais si la personne n'est pas en situation de payer ou si elle fait le choix de ne pas régulariser les impayés, à ce moment-là, effectivement, le maximum, c'est 5 ans. Sur la procédure de droit au compte, alors,
Chez nous, c'est très rapide, c'est-à-dire que de toute façon, la loi nous donne 24 heures à partir du moment où nous sommes saisis. Il y a quelques documents, mais qui sont assez légers, pour désigner une banque, et ça, nous le tenons. Il y a un décret qui est paru l'an passé pour dire qu'à partir du moment où nous, la Banque de France, avons désigné une banque, cette banque a 3 jours pour prendre contact avec le bénéficiaire, pour lui fixer un rendez-vous, lui proposer un rendez-vous et le recevoir. Et enfin, après, il y a une zone un peu plus grise, qui est que naturellement, pour ouvrir un compte dans une banque, même si la Banque de France désigne, il faut un certain nombre de documents que la banque exige, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux dont nous avons besoin pour désigner une banque. Si le client les a, ça peut aller très très vite. Si il lui en manque un en particulier, ça peut prendre davantage de temps. Mais des enquêtes que l'on mène chaque année a posteriori auprès de certains demandeurs pour voir comment s'est passée la suite des opérations pour eux une fois que nous avons désigné la banque, montrent que l'essentiel d'entre eux, 2 semaines après, ont un compte ouvert. Il y en a une proportion qui est encore un peu trop importante à notre goût, qui, 3 semaines après, n'a pas encore le compte ouvert. Donc nous avons des actions en cours avec les banques pour essayer d'accélérer justement la mise en œuvre. Mais en tout cas, sachez que nous, on agit très très vite et que quand même la grande majorité des gens, c'est dans les jours qui suivent. Et peut-être 2 dernières questions avant de passer à la suite. Est-ce que votre relation à la Banque de France est la même avec les banques traditionnelles et avec les néobanques, plutôt banques en ligne? Alors, d'abord, mais c'est juste en passant, parce que c'est pas grave, le terme néobanque n'a pas de réalité juridique, hein. On est une banque ou on l'est pas. Et de 2 choses l'une, soit on est une banque, on peut être une banque classique avec un réseau ou une banque en ligne, mais peu importe, on est une banque. Soit on est un établissement de paiement, c'est par exemple le cas par exemple le plus connu, c'est Nickel, qui peut être en ligne ou pas, mais qui n'est pas une banque. Voilà. Alors la nature de nos relations, on a des relations anciennes, historiques bien sûr, avec les banques à réseau, mais on a également, dans le cadre de tous les dispositifs dont je vous ai parlé, des relations aussi avec les banques en ligne, qui d'ailleurs sont pour certaines déjà présentes depuis assez nombreuses années maintenant. Et s'agissant des établissements de paiement, alors la procédure de droit au compte ne s'applique pas par exemple à Nickel ou aux établissements de paiement de façon générale, mais tout à l'heure on aura peut-être l'occasion d'y revenir quand ma collègue Nathalie Ravet parlera de la différence entre compte de dépôt et compte de paiement. Ça ne nous empêche pas d'avoir des relations avec les établissements de paiement, puisque bon, nous avons un certain nombre de fonctions qui consistent effectivement à traiter des difficultés que des clients ont avec leur banque, hein, que ça ait du surendettement ou du fichage. Mais nous essayons toujours de maintenir naturellement un dialogue avec les banques, parce que dans bon nombre de cas, ça facilite la résolution des difficultés. Voilà. Merci beaucoup. On a d'autres questions dans le chat, mais qui seront traitées, je pense, dans la suite de la présentation. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les reposer. Paul, du coup, je vous laisse la main pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Alors, je suis dans des conditions de connexion relativement acrobatiques, donc je vais pour l'instant garder ma caméra éteinte, si ça vous dérange pas, comme ça on est sûr que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien d'ailleurs? Parfaitement. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je voulais rapidement, mais bon, il y a peut-être un peu trop de slides, on verra en tout cas très rapidement présenter un peu We Take Care, parce que vous ne connaissez pas forcément toutes et tous We Take Care, et peut-être pas tout ce qu'on fait. Donc nous, on agit sur l'inclusion numérique depuis 2016 maintenant, enfin depuis 2016. Alors, je pense que certains et certaines d'entre vous connaissent pas mal ce qu'on fait sur Les Bons Clics, donc cette plateforme qu'on mette à votre disposition et à la disposition de toute personne qui souhaite accompagner des publics sur le numérique, avec tout un programme à la fois de contenu, d'animation qu'on met en place. Et d'ailleurs, j'ai reconnu des noms dans les participants. Donc voilà, donc je sais qu'il y a des personnes qui utilisent les bons clics. On a aussi créé d'autres plateformes. Click and Job, le déclic. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Peut-être une partie que vous voyez moins de notre action, c'est notre partie de conseil. On accompagne, et c'est une assez grosse partie de notre activité, on accompagne à la fois des collectivités, mais aussi des opérateurs de services publics et des entreprises dans la mise en place de stratégies d'inclusion numérique.
Voilà, ça c'est pas quelque chose que vous voyez forcément beaucoup quand vous êtes sur les bons clics, mais qui est une grosse partie de notre travail et qui s'articule d'ailleurs beaucoup avec les bons clics. Si on travaille avec un territoire, évidemment que le fait qu'il y ait un certain nombre d'aidants numériques, comme on peut les appeler sur les bons clics, bah, ça crée des synergies, des collaborations intéressantes. Voilà. Et on a passé le cap du million de personnes accompagnées sur le numérique via nos programmes cette année. Je vous laisse passer la slide suivante. Alors oui, on a un lien fort et historique avec le monde social. En fait, je dirais on a vraiment deux jambes, entre guillemets, à la fois une vraie jambe sociale qui est notre lien avec les structures via les bons clics ou des liens plus spécifiques qu'on met en place avec certains acteurs, certains réseaux. Et par ailleurs, une autre jambe très technologique qui est notre ADN et qui nous amène à justement créer des plateformes. J'ai parlé des bons clics, mais on peut parler aussi du déclic, qui est une plateforme qui permet d'identifier les jeunes décrocheurs et de leur proposer un accompagnement ciblé en fonction de leur situation. Donc voilà un peu pour We Take Care. Je crois que j'ai une ou deux autres slides, mais que je vais passer. Effectivement, bah, en tout cas, on est assez soutenu, même très soutenu par l'État depuis le lancement We Take Care, qui vient vraiment via différentes modalités soutenir des projets structurants l'association, que ce soit les bons clics, le déclic, des projets sur l'insertion professionnelle et la Banque des territoires aussi. Et pour terminer, oui, bah ça j'en ai parlé des bons clics et cette slide vous concerne un peu moins dans la mesure où je pense que vous êtes assez au courant de ce qu'on fait sur les bons clics. En revanche, oui, peut-être subtilité que tout le monde ne connaît pas encore. C'est vrai que quand on a créé les bons clics, il y a vraiment une approche d'outillage où on se disait en fait on va outiller tout l'écosystème qui a envie d'agir pour schématiquement limiter au maximum la latence entre le moment où quelqu'un a envie d'accompagner et le moment où la personne où on peut accompagner. Mais de plus en plus, on travaille sur un contact direct avec les apprenants. Donc maintenant, il y a un espace apprenant sur les bons clics où les apprenants peuvent se rendre, peuvent s'entraîner entre les ateliers. S'ils sont suffisamment autonomes, bah, finalement, ils peuvent aussi progresser en autonomie, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous connaissez aussi beaucoup le côté intermédiaire des bons clics, mais en fait, on trouve ça intéressant de manière complémentaire d'avoir aussi des solutions pour que les personnes puissent, par exemple, continuer à s'entraîner chez elles, même si elles ne sont pas en face de vous. Voilà pour les bons clics. Après, sur le sujet de l'inclusion financière et de son lien avec le numérique, alors effectivement, si on veut voir un peu le contexte, bah, les services financiers ils font partie, comme tous les secteurs, mais il y a quand même une particularité, les secteurs les plus en pointe sur la numérisation. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de services enfin de services pure player qui arrivent, donc vraiment de services qui sont 100% en ligne. Il y a aussi les banques traditionnelles qui numérisent beaucoup leurs offres. Et on voit que de plus en plus de Françaises et de Français commencent et même largement prennent le pli de ce rapport numérisé à la banque et aux services financiers. Donc ça, c'est le premier constat. Et si on passe à la slide suivante, hop. Alors, et cette numérisation, nous, on n'a pas un regard uniquement négatif ou je dirais même un peu dogmatique sur le sujet. À la fois, on reconnaît les avantages qu'il y a. Il y a des vrais avantages, par exemple en termes de gain de temps. Bah, en fait, ça permet de moins se déplacer en agence, d'alléger énormément les démarches administratives. Il y a un point qui nous tient à cœur, c'est la question des économies. En fait, ces services-là permettent aussi de faire des économies, soit parce qu'on a accès à des offres moins chères, soit parce qu'on a accès à des services qui sont gratuits en digital versus payants en physique. Et puis, ces deux dernières dimensions d'accès à l'information, d'autonomie, bah, évidemment que avoir accès à son compte en temps réel versus devoir aller dans son agence pour savoir où on en est, bah, ça permet de beaucoup mieux gérer son argent. Donc ça, on est tout à fait conscient de ces avantages. On est aussi conscient, et c'est la partie droite de la slide, des points de vigilance qu'il y a, du fait que tout le monde n'a pas pris la vague du digital et spécifiquement du digital financier. Il y a ce chiffre intéressant d'un baromètre de l'IFOP d'il y a 2 ans qui montre qu'il y avait la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans qui n'avaient pas téléchargé l'appli de leur banque. Donc intéressant quand c'est vrai qu'on utilise l'appli de sa banque, ça paraît tellement naturel qu'on a du mal
à croire, alors pas vous, parce que vous êtes évidemment en contact avec plein de gens pour qui c'est le cas, mais disons que pour le grand public, croire qu'il y a encore quand même une personne sur deux de plus de 65 ans pour qui c'est pas quelque chose du quotidien. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même un gros tiers des Français qui sont pas à l'aise pour effectuer des démarches en ligne. Donc, vous y travaillez. Effectivement, je vois les commentaires en live, donc effectivement, je réagis. Mais et je vois les cyber. Alors, je ne vais pas réagir à tous, mais on réagira après. Mais effectivement, la cybersécurité, c'est un sujet. En tout cas, voilà. Donc, nous, notre vision, c'est grosse digitalisation, numérisation des services bancaires. À la fois, ça a des vrais avantages et en même temps, point de vigilance parce que tout le monde prend pas cette vague-là. Et donc, il y a des personnes pour qui ça crée un double éloignement. Et donc, en fait, l'éloignement du numérique crée un éloignement aussi des services financiers. Alors, sur la slide suivante, je ne sais plus ce que j'avais mis. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est un peu de ranger. Et je voyais que quelqu'un tout à l'heure demandait quelle est votre définition de l'inclusion bancaire. Et moi, je pourrais essayer de vous donner une définition de l'inclusion financière par le numérique. Je dirais, et ça ne reprend pas forcément la typologie sur cette slide, mais ça va se rejoindre, que pour moi, il y a trois gros sujets, si je devais me limiter à trois sujets. Déjà, évidemment, l'accès aux services bancaires et de gestion budgétaire dématérialisée. Donc, j'ai dit tout à l'heure le chiffre des personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas l'appli de leur banque. C'est aussi à mettre en regard du nombre d'agences bancaires qui ferment. Et donc, si on voit que, effectivement, il y a une injonction à finalement s'autonomiser sur ces services bancaires, il y a de moins en moins de relais physiques. Donc, ça, c'est ce sujet qu'on a évoqué à l'instant. Autre sujet que nous, on met dans cette question de l'inclusion financière, c'est la capacité à réaliser des achats en ligne. Et donc c'est évident. Et il y a des sujets connexes qui sont intéressants. Alors, parce qu'il ne faut pas prendre le sujet uniquement négativement. Sur la question des achats en ligne, il y a un sujet qui est intéressant, qui est celui des gains de pouvoir d'achat permis par le numérique. C'est un sujet sur lequel on travaille pas mal et sur lequel il y a une assez grosse injustice sociale. Et schématiquement, ça c'est aussi un chiffre du baromètre du numérique, on voit que plus d'un quart des personnes qui disposent de bas revenus ont réalisé aucun achat en ligne en 2022. C'est beaucoup moins pour les personnes qui disposent de hauts revenus. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui disposent de hauts revenus qui font des achats en ligne que des personnes qui ont des bas revenus. Et donc, il y a vraiment une inégalité, une injustice sociale dans l'accès aux gains de pouvoir d'achat permis par le numérique. Et quand je parle des gains de pouvoir d'achat permis par le numérique, ça peut être le e-commerce, parce que le e-commerce permet d'avoir accès à un catalogue beaucoup plus grand, à des réductions, etc. Ça peut être aussi l'économie collaborative, avoir accès à acheter sur le bon coin plutôt que acheter neuf, etc. Donc voilà, ça c'est un autre sujet qu'on met dans cette famille de l'inclusion financière par le numérique. Et troisième grande catégorie, et j'ai vu que des personnes le mentionnaient dans le chat, c'est la question de la sécurité et de la prévention de la fraude, des arnaques. Et ça, effectivement, c'est un énorme frein, psychologique, et je vois que beaucoup de personnes en témoignent dans le chat, et on vous rejoint totalement sur ce constat. C'est un vrai frein. Déjà, c'est un vrai risque, un vrai danger qui existe, mais du coup, c'est un vrai frein pour les personnes qui sont pas à l'aise avec le numérique. C'est un vrai frein à la prise en main de ces services et des achats et de l'utilisation des services bancaires, la peur de se faire arnaquer, la peur de se faire hacker, qu'on fasse des paiements à sa place avec sa carte, etc. Donc ça, c'est un gros sujet, la prévention sur la sécurité des achats, la cybersécurité. Je vois que des gens mentionnaient le cybermois, effectivement. Très belle et importante initiative de sensibilisation lancée par Cybermalveillance ce mois-ci. Voilà, donc en gros, voilà un peu comment je résumerais notre approche du sujet. Il y a une digitalisation, mais du monde financier comme finalement de tous les secteurs, avec des vrais avantages. Et en même temps, un éloignement que ça crée chez certaines personnes qui ne sont pas à l'aise. Et du coup, il y a un enjeu à mettre le plus de personnes possible en capacité de profiter de ces outils et de ne pas s'éloigner, voir le monde financier s'éloigner d'eux parce qu'on ne maîtrise pas le numérique. Voilà, je ne sais pas si j'avais une slide après. Non, c'était la dernière. C'était la dernière. Voilà, après je pourrais vous raconter plein de choses, mais niveau timing, je sais plus où on en était, mais je pense que je suis plus ou moins
Oui, on dans est les bon. clous de ce qu'on s'était dit. Tout Super. à fait, on est bon. Il y a eu pas mal de réactions dans le chat, mais vous les avez traitées aussi, au fur et à mesure, notamment sur, alors c'est une question qui revient souvent dans la médiation numérique, mais sur la question de remplacer, des personnels qui disparaissent, notamment là des guichets bancaires, des choses comme ça. Je ne sais pas si aussi côté Banque de France, vous avez des réactions là-dessus, n'hésitez pas. Et sinon, il y avait peut-être d'autres questions qui sont revenues. Alors, je pense que c'est plutôt, en réaction à la présentation qui a été faite juste avant, de la Banque de France, mais c'était une possibilité de faire marcher le droit au compte, même si le dossier de surendettement n'est pas finalisé. Et une question subsidiaire qui était, si quelqu'un qui a un compte, grâce à l'accès au compte, est-ce qu'il aura accès aux services en ligne de sa banque malgré ses restrictions bancaires? Peut-être avant de passer sur les acteurs, on peut peut-être traiter ces 2 questions-là, directement, plutôt Marc, Alors, notamment. sur la question qui a trait à la personne qui a un dossier de surendettement, alors normalement, elle conserve son compte antérieur, puisque dès lors qu'il y a une décision de recevabilité de surendettement, c'est-à-dire quand la commission concrètement accepte le dossier à l'entrée de la procédure est notifiée au banquier, qu'il soit créancier ou pas, en lui demandant de maintenir le compte ouvert et de laisser des moyens de paiement adaptés à la disposition du client. Si toutefois, et j'ajoute que la banque est obligée de le faire, hein, c'est une disposition légale. Si toutefois l'enchaînement des faits faisait que, par exemple, la personne avait vu son compte fermé juste avant la recevabilité, dans ce cadre-là, elle peut tout à fait bénéficier de la procédure de droit au compte en parallèle de la procédure de surendettement. Et dans les 2 cas, elle s'adresse à nous. Si vous pouvez me reformuler simplement la deuxième question. Oui, tout à fait. C'était de savoir si quelqu'un qui a un compte, grâce à l'accès au compte, aura accès aux services en ligne de sa banque aussi, malgré ses restrictions bancaires. Alors, c'est possible. Lorsque, dans le cadre de la procédure de droit au compte, on désigne une banque, elle est tenue, et c'est ce qu'elle fait dans 99% des cas, de mettre à disposition ce qu'on appelle les services bancaires de base, qui sont gratuits, qui sont inscrits dans le Code monétaire et financier, qui consistent sommairement à avoir un relevé de compte par mois, avoir une carte à autorisation systématique, et avoir la possibilité, par exemple, d'avoir jusqu'à 2 chèques de banque gratuits par mois. Le texte ne précise pas s'il y a un service en ligne, mais à ma connaissance, et dans la mesure où aujourd'hui c'est très très répandu, les banques ne font pas de difficulté à permettre un accès au compte en ligne pour les personnes qui ont ouvert le compte dans le cadre de la procédure de droit au compte. Si Merci jamais, beaucoup. donc, dans 99% du cas, je pense que ce sera d'office ou sur demande. Si jamais un jour il y avait une difficulté, on n'a pas de moyen de contrainte d'une banque, mais n'hésitez pas à contacter à ce moment-là le correspondant inclusion financière de la Banque de France de votre département et on essaiera de mettre de l'huile dans les rouages. Merci beaucoup. Oui, C'est Nathalie. quelque chose. On l'a peut-être pas dit, donc la procédure de droit au compte, elle est vraiment réservée aux personnes qui n'ont plus aucun compte bancaire. Donc en fait, surendettement et droit au compte, c'est des procédures dissociées. Après, comme Marc l'a dit, quand une personne a déposé un dossier de surendettement, si elle vient de se voir juste clôturer un compte et qu'elle ne dispose d'aucun autre compte bancaire, à ce moment-là, elle peut venir pour qu'on lui désigne un autre établissement de crédit. Mais la procédure de droit au compte, elle est réservée aux personnes qui ne disposent d'aucun compte bancaire parce que tout citoyen a le droit à avoir un compte bancaire. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer aux acteurs. La thématique de la posture d'accompagnement, des conseillers bancaires ou des personnes qui travaillent dans les banques revient assez souvent dans les commentaires. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une réaction, notamment pour savoir si les banques sont formées, dans la posture pour rassurer, être à l'écoute, des clients sur la sécurité sur internet, les achats en ligne. Est-ce que vous savez s'il y a des démarches qui sont faites par les acteurs bancaires pour former leurs conseillers, leurs agents là-dessus, pour justement rassurer sur les arnaques et la cybersécurité? Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur ce point. Les conseillers commerciaux dans les banques ont des obligations en termes de formation, enfin qui s'appliquent d'abord à leur employeur, les banques. Je ne sais pas, je vous avoue, si ces formations obligatoires incluent des choses qui ont trait à l'accessibilité informatique ou en ligne. Assurément, ils ont des obligations de formation sur tous les dispositifs dont moi j'ai parlé, c'est-à-dire notamment le droit au compte, les fichiers d'incidents, etc. Mais je ne sais pas si après, ce n'est pas prévu par la réglementation, mais s'il y a des choses que les banques mettent d'elles-mêmes en place
et qui sont plus en lien avec l'inclusion numérique. Alors, si je peux répondre sur ce point aussi, Oui, oui. en complément, non, mais ce que j'observe, ce qu'on observe côté WeTakeCare à notre échelle, qui est, comme vous l'avez vu, avec ce double regard à la fois très ancré dans le monde de l'accompagnement et en même temps, on travaille avec aussi notamment les entreprises, notamment des banques sur ce sujet. C'est vrai qu'on voit qu'il y a je trouve en tout cas, une prise de conscience de plus en plus grande. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur ce sujet. Et c'est vrai que j'ai l'impression que là où c'était peut-être certaines banques qui avaient dans leur ADN la question d'une sensibilité sociale, disons, qui agissait sur ce sujet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les banques commencent à réfléchir, mettre en place des dispositifs d'accompagnement sur le numérique. Et finalement, on retrouve un peu, c'est peut-être assez comparable à la manière dont la dématérialisation s'est faite en France en général sur la question des services publics, par exemple, c'est qu'il y a eu une grande phase de dématérialisation très rapide. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, il faut qu'on est allé quand même très vite, qu'on a laissé pas mal de gens sur le bord du chemin, et que maintenant, il faut mettre en place des choses pour accompagner ces personnes, pour proposer des solutions alternatives. Donc c'est un peu ce que j'observe, que voilà, c'est une prise de conscience, mais évidemment ça prend du temps. Et en attendant, je voyais dans le chat, effectivement, en attendant, c'est beaucoup vous, notamment, qui accompagnez ces personnes, et ça pose plein de questions sur à qui est-ce que c'est d'accompagner les personnes qui sont exclues des services bancaires parce qu'ils se digitalisent. C'est une vaste question philosophique, mais en tout cas, voilà ma réponse. Merci beaucoup. Du coup, je repasse la main à la Banque de France pour la partie présentation des acteurs bancaires et services de paiement. On va le faire en 2 fois. Une partie sur les acteurs bancaires dont on parlait et les services de paiement, et une partie sur les acteurs de l'accompagnement à l'inclusion bancaire et numérique. Donc plutôt vous, conseillers numériques aussi, pour voir les rôles que chacun a dans ce grand chantier et comment ils s'interopèrent. Nathalie, je crois que je vous passe la parole. Alors, on nous a demandé donc de faire un petit focus sur compte de paiement et compte de dépôt parce qu'on observe que de nombreux clients fragiles se tournent vers les comptes de paiement. Et en fait, un compte de paiement, donc vous avez ici représenté entre autres Nickel dont on a parlé tout à l'heure, mais pas que. Un compte de paiement, c'est ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement. Et il y a un contrat cadre de services de paiement qui est signé avec le prestataire. Alors, en fait, quelles opérations, vous pouvez mettre la slide suivante, Jeanne, merci. Quelles opérations donc peuvent être réalisées sur un compte de paiement? Eh bien, contrairement à un compte de dépôt, le compte de paiement, il ne peut être utilisé que pour la réalisation d'opérations de paiement. Par exemple, les prélèvements, les paiements effectués avec une carte de paiement, les virements, mais ils ne permettent pas d'avoir accès à l'ensemble des autres services de banque. Par exemple, il n'y aura pas de chéquier ou de découvert autorisé. Alors, des opérations simples sont possibles dans le cadre d'un compte de dépôt, l'impression d'un relevé d'identité bancaire, le dépôt d'espèces, l'encaissement d'un chèque peuvent être soumises à condition ou à une tarification spécifique dans le cadre d'un compte de paiement, alors que dans le cadre d'un compte de dépôt, c'est très différent. Donc, nous, on reste vigilants par rapport aux usagers en fragilité financière parce que quelquefois, et on voit de plus en plus dans nos dossiers de surendettement, des gens qui n'ont qu'un compte Nickel. Alors certes, ça peut être facilitateur, mais en termes de tarification, les frais ne sont pas limités. Les comptes de paiement ne sont pas soumis aux règles de détection de la clientèle fragile ni au plafonnement des frais. Et la détention d'un compte de paiement ne fait pas, par contre, obstacle à la mise en œuvre de la procédure du droit au compte qu'on vous a expliqué. Donc, en résumé, un compte de paiement, il n'offre pas tous les services bancaires de base qui sont gratuits dans le cadre d'une procédure de désignation du droit au compte. Et ils comprennent principalement une carte de paiement à autorisation systématique, avec la possibilité d'un paiement sur Internet et d'un retrait d'espèces dans l'Union européenne, l'encaissement de chèques et de virements, les paiements par prélèvement ou virement bancaire, et puis des moyens de consultation à distance du solde du compte
et l'envoi mensuel, comme l'a indiqué Marc, de relevé de compte. Et puis, les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'établissement qui a ouvert le compte de dépôt. Et en plus, il est possible, si l'usager en a besoin, d'avoir 2 formules de chèque de banque par mois ou des moyens de paiement équivalents. Donc, vigilance, et notamment, il y a un article récent qui disait qu'il y avait aussi de plus en plus d'arnaques sur les comptes de paiement. Je regarde s'il y avait des questions avant de passer. Je pense que, Paul, vous pouvez prendre la suite et on les prendra toutes à la fin de la présentation sur les acteurs. Oui, alors, je vous avais transmis cette slide. Je ne sais pas si c'est forcément la meilleure. Enfin, pour tout vous dire, en tout cas, disons que c'est un point de départ. L'idée, c'était pas de faire qu'une intervention auto-centrée sur ce point, mais en tout cas, peut-être à travers notre exemple, montrer la diversité d'acteurs qui travaillent sur cette question-là. J'ai parlé tout à l'heure des banques. Ça, c'est effectivement quelques banques avec qui on travaille et qui montrent, bah voilà, ce que je disais, les différentes typologies de banques qui travaillent sur ces questions d'inclusion financière par le numérique. Après, je m'attarderai peut-être plus sur la question des acteurs sociaux. Et en fait, je dirais qu'il y a un peu une typologie en 3 parties sur ce sujet. Il y a d'une part, bah, vous, les acteurs de l'inclusion numérique, qui finalement incluent de plus en plus dans les thématiques qu'ils abordent avec leur public des modules sur ces questions des enjeux numériques, bancaires et financiers, que ce soit en individuel, en collectif. Donc, il y a un peu, cette évolution-là du numérique vers le financier. À l'inverse, il y a aussi les acteurs de l'accompagnement budgétaire, que ce soit des structures labellisées PCB par exemple, ou des structures qui viennent plutôt de l'accompagnement l'accompagnement budgétaire, qui se retrouvent confrontés à cette question aussi, à cette question de la fracture numérique. Donc c'est des gens qui finalement se retrouvent au même point en faisant un peu le chemin inverse. Et ensuite, il y a des acteurs qui sont peut-être un peu plus généralistes, des grands réseaux de solidarité, qui travaillent sur l'inclusion financière, l'inclusion numérique, par exemple la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours catholique, etc. Donc effectivement, une diversité d'acteurs. Côté social et côté banque, je reprends ce que j'ai tout à l'heure avec, et la slide n'est pas forcément la bonne pour illustrer, mais en tout cas avec cette idée de dire au début, les banques qui sont préoccupées, c'était effectivement les banques avec un ADN social inhérent à leur action. Enfin, évidemment, la Banque Postale, par exemple, mais aussi les banques mutualistes. Et on voit de plus en plus, nous, dans nos échanges et dans les missions qu'on fait, que des banques plus traditionnelles, qui avaient peut-être moins cette question sociale chevillée au corps au départ, bah, finalement se posent ces mêmes questions-là et mettent en place des dispositifs aussi d'accompagnement qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être mettre en place de la médiation numérique dans les agences, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place, par exemple, avec la Banque Postale, où il y a en partenariat avec des réseaux, les réseaux FAS et PIMS, où il y a des médiateurs numériques plusieurs fois par mois dans certains bureaux de poste. Qui viennent donner un coup de pouce sur une problématique que l'usager peut rencontrer et rediriger vers des ateliers un peu plus approfondis si la personne est intéressée, si on voit qu'il y a d'autres éléments à aller approfondir sur le numérique. Donc voilà sur ce sujet. Merci beaucoup, Paul. On vous entend bien par ailleurs, donc si vous voulez remettre votre caméra pour la suite de la présentation, génial. Pour faire un peu vivre aussi ça. Il y a quelques questions avant qu'on passe sur les outils et ressources, notamment une question autour du recours. Si quelqu'un subit une arnaque à la carte bancaire, quel est le délai pour prévenir sa banque? Quel recours si la banque ne veut pas rembourser le débit arnaqué? Il y a une histoire vécue, notamment dans le cas d'usagers qui n'ont malheureusement pas de capture d'écran, qui n'ont pas de preuves. Est-ce que l'un des 3 intervenants a une réponse à cette question? Peut-être plus côté Banque de France. Allez-y. Effectivement, le principe général que prévoit la réglementation européenne, c'est que la banque doit remettre le compte en état. C'est à partir du moment où le paiement n'a pas été initié par
par le consommateur avec un dispositif d'authentification forte. Donc, ça veut dire concrètement rembourser le client. Après, il y a des exceptions qui peuvent être prévues, qu'il appartient normalement à la banque de démontrer, notamment lorsqu'il apparaît que le client n'a pas utilisé son moyen de paiement dans des conditions de sécurité normales ou a été gravement négligent. Alors là, c'est des notions qui après sont définies par la jurisprudence, mais enfin, retenez qu'au cas général, la règle, c'est que la banque doit remettre en état le compte du client, c'est-à-dire le rembourser. Dans quel délai, ça dépend, mais normalement, c'est quelques jours. Et s'il y a une contestation, le client peut évidemment faire une réclamation auprès de sa banque. Si ça ne fonctionne pas, il peut saisir le médiateur de sa banque. S'il a de toute façon une question là-dessus, si vous ne retenez pas tout ça et que vous êtes face à quelqu'un qui a besoin d'une information pour comprendre la réglementation, il peut nous contacter. Donc la Banque de France au 34 14 par téléphone ou sur notre site internet en ligne ou nous écrire. On lui indiquera la réglementation et à qui et comment s'adresser. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe sur les ressources. Donc, je vais redonner la parole à la Banque de France, pour présenter votre offre multicanal EduQuick et puis vos formations, spécialisées. Alors en fait, ce qu'on appelle offre multicanal, c'est ce dont a parlé Marc tout à l'heure, avec 4 canaux permettant à l'usager en fragilité financière de nous joindre, hein. Le courrier, nos guichets ouverts physiquement pour recevoir l'usager en difficulté. Alors bien sûr, les horaires d'ouverture, la plupart du temps, on va dire c'est 9h, 12h, 13h30, 17h. Mais on suggère qu'il aille voir sur le site banque-france.fr les horaires d'ouverture, parce que d'un département à l'autre et en fonction de la taille de la structure Banque de France, ça peut évoluer, certaines structures n'étant ouvertes par exemple en Occitanie que le matin et un jour entier dans la semaine ou l'après-midi. Donc voilà. Et notre offre multicanal, donc guichet physique, justement, pour permettre aux gens qui ne peuvent pas utiliser un portail web de le faire. Le courrier, le 3414, avec des mots sigles qui permettent d'orienter l'usager vers un chargé de relations avec les publics qui va être le plus à même de répondre à son questionnement. Et puis, le mail de manière on va dire, marginale, comme le courrier. Et puis également notre portail de site internet. Hein. Donc, voilà. Et depuis alors 2016, slide suivante, donc la Banque de France a été nommée opérateur national en matière de stratégie d'éducation financière et budgétaire de tous les publics. Tout cela dans un but aussi de prévenir le surendettement des ménages, donc d'apprendre au plus tôt dans la vie aux personnes comment les choses fonctionnent, quels sont leurs droits, quelle est la réglementation. Donc ça s'adresse aussi bien à un public de jeunes, un public d'enseignants, un public d'intervenants sociaux ou d'acteurs de la sphère sociale, un public d'adultes. Après, il y a aussi des personnes qui sont intéressées par les débats économiques et un pilier entrepreneur qui est un peu plus récent. Donc le pilier là qui nous intéresse est celui des intervenants sociaux ou des acteurs de la sphère financière que vous voyez matérialisée sous le deuxième pilier. Et dans le cadre de cette offre, eh bien, on a mis en place, donc déjà slide suivante, donc un site qui s'appelle Mes questions d'argent, où vous avez le lien, qui vous permet donc d'avoir accès à tout un tas de ressources qui ont été créées pour cela, pour aider les personnes à mieux comprendre, pour pouvoir mieux décider. Et par exemple, là, je vous ai mis une photo de 83 astuces pour faire des économies, où sur tous les postes du budget d'un ménage, vous avez des petites astuces qui vous sont données par ces temps inflationnistes, hein, donc avec des prix assez évoluant à la hausse, pour pouvoir essayer de faire les meilleurs choix pour réduire les factures que l'on a dans ce cadre-là. Mais vous avez plein d'autres astuces et plein d'autres renseignements sur ce site Mes questions d'argent.
Donc ça, c'est accessible à tout le monde, hein, aux particuliers, aux intervenants sociaux, enfin à tout le monde. Et puis, au niveau de la Banque de France, on assure également des formations vis-à-vis des relais sur tous ces piliers, donc en l'occurrence vis-à-vis des acteurs de la sphère sociale. Et chaque Banque de France, qui est installée dans chaque département, est à même d'intervenir sur différents sujets que vous avez de listés là, que ce soit sur la relation bancaire, sur les arnaques, sur l'inclusion financière, sur le surendettement, sur l'épargne, voilà, et puis sur la procédure de surendettement en termes de détails. Et on peut intervenir aussi auprès de jeunes publics, hein, du moment qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être rassemblées, sur l'importance de savoir gérer un budget, sur le compte bancaire, sur les moyens de paiement, et notamment on intervient aussi parce que les jeunes sont très intéressés sur les crypto-monnaies, mais voilà, on est à même d'intervenir dans tous les départements de France sur un des sujets qui vous mobiliserait en tant que conseiller numérique France Service et qui vous intéresserait. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, je vais laisser la parole et la main d'ailleurs sur la présentation aussi à Paul pour les bons clics. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement. Super. Oui, alors je voulais vous montrer, j'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure des ressources qu'on mettait à disposition. Je voulais vous montrer ça en conditions réelles. Donc, vous connaissez certaines les bons clics. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est cette plateforme sur laquelle vous retrouvez un certain nombre de ressources à votre disposition pour accompagner vos publics sur différentes thématiques. Et donc, le cœur du réacteur, c'est ce centre de ressources qui est classé par grand type de catégorie. Donc, à la fois des sujets qui sont relativement généralistes et aussi de niveau, ça commence à un niveau très débutant et ça progresse en niveau au fur et à mesure. Mais donc, par exemple, dans la partie ordinateur, on commence vraiment à découvrir l'ordinateur, utiliser la souris, utiliser le clavier, etc. Et ça va jusqu'à des choses comme créer un mot de passe sécurisé, etc., enfin, des choses comme ça. Donc un peu plus avancé, découvrir des outils de visioconférence. Et plus spécifiquement sur la question de la banque et des achats en ligne. Vous voyez toujours bien mon écran, c'est bon? Toujours bon. Super. Voilà, donc on a un certain nombre de ressources qui se divisent en deux catégories. D'une part, il y a un travail qu'on fait avec certains acteurs, plus spécifiquement notamment la Banque Postale. Donc là, on met à disposition, on met à votre disposition des ressources qu'on a créées avec la Banque Postale pour que vous puissiez accompagner vos publics sur le sujet, sachant que c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de publics fragiles, de publics en difficulté économique qui sont, et numériques qui sont à la Banque Postale. Donc ça vous permet d'accompagner certains de vos publics, évidemment pas tout le monde. Ça permet aussi de faire une démonstration dans la mesure, même si les gens ne sont pas forcément tous à la Banque Postale, ça permet de montrer un peu la philosophie générale de comment est-ce qu'on se connecte avec l'application, etc. Même si chaque banque a un peu sa spécificité, il y a quand même une philosophie générale qui est relativement comparable. Donc voilà, on a un travail, on fait aussi depuis récemment, on a développé à peu près la même chose pour le Crédit Agricole Île-de-France sur l'application. Donc on travaille directement avec des banques et en même temps, on travaille sur des sujets qui sont plus généralistes. Et on retrouve des sujets que j'évoquais tout à l'heure, donc découvrir des bons plans sur Internet pour réaliser des économies. Ça, c'est un sujet qu'on trouve très intéressant et qui permet aussi de parler de ces sujets de manière positive, parce qu'effectivement, il y a quand même on a évoqué tout à l'heure les questions à la fois de stress et en même temps, il y a un enjeu aussi à motiver les gens à se former, à monter en compétence sur le numérique. Et donc, le fait d'expliquer qu'en fait, c'est pas simplement le numérique, mais que le numérique permet notamment des gains de pouvoir d'achat, bah ça peut être intéressant. Découvrir les achats, le paiement sécurisé sur Internet, on a aussi des ressources sur le sujet. Là, c'est plus sur comment est-ce que ça fonctionne, la question de l'authentification forte, etc.
On a par exemple un exercice ludique aussi sur le sujet et qui n'est pas rangé ici, mais on a, alors je vous retrouve ça, on a aussi des choses sur la question de la sécurité. Je voulais vous montrer d'ailleurs un exercice qui est pas mal pour montrer, alors je retrouve juste, voilà, découvrir la sécurité sur Internet. Alors, j'arrive tout de suite, voilà, le temps d'ouvrir ça, voilà. Est-ce que vous voyez ce nouvel écran avec marqué Track l'arnaque ou c'est resté sur le premier? Non, c'est bon, on voit le nouveau. Ah ok, super, génial, ça me suit. Donc voilà, ça c'est sur la question... alors, pour faire méthodologiquement, pardon. Donc, les différents types de contenus que vous avez, il y a déjà ces contenus que vous connaissez peut-être, que vous pouvez par exemple projeter pour faire un atelier. Donc là, par exemple, c'est découvrir des bons plans sur Internet pour faire des économies. Là, vous avez vraiment ce support que vous pouvez projeter ou projeter une partie pour animer votre atelier. Ça peut être d'ailleurs aussi réutilisé pour réviser derrière, pour se rappeler. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui sont synthétisés. Donc ça, c'est des supports qu'on met à votre disposition. Ça rejoint ce que j'ai tout à l'heure. L'idée, c'est de dire limiter au maximum le temps entre tiens, ça pourrait être intéressant de faire un atelier là-dessus, au moment où je le mets vraiment en place. Là, ça vous fait gagner beaucoup de temps en termes de recherche documentaire, de préparation de support, etc. Donc ça, c'est le premier type de ressources assez caractéristique. Après, on crée aussi d'autres types de ressources qui sont plus pour être utilisées en autonomie. Alors, soit en autonomie supervisée, c'est-à-dire qu'on est pendant un atelier collectif et il y a un moment où chacun fait l'exercice, soit c'est carrément des gens qui peuvent faire des exercices entre les accompagnements ou tout seul. Et donc, sur cette question de la prévention des arnaques, de la sensibilisation à la cybersécurité, on a créé cet exercice qui s'appelle Track l'arnaque, qui en fait fait des simulations de messages, mais c'est à la fois des SMS, des mails, des faux sites ou des vrais sites, etc. Et l'idée, c'est de dire à chaque fois s'il y a danger ou pas danger. Et donc, à chaque fois, là par exemple, c'est un vrai message du gouvernement, et on explique à chaque fois pourquoi est-ce que c'est fiable ou pas fiable. Et par exemple, voilà, là par exemple, on est sur un message suspect. Et donc, on aide à comprendre pourquoi est-ce que c'est suspect, parce que le numéro, parce que la situation qui évoque une action urgente, un numéro à rappeler, etc. Voilà, et on explique à chaque fois, et on a voulu vraiment et on donne aussi à la fois à la fin des conseils. Donc on a vraiment voulu faire ça de la manière la plus large pour vraiment sensibiliser le plus possible aux différents types d'arnaques. Donc voilà un peu ce que vous pouvez retrouver sur les bons clics. Tout ça est évidemment gratuit. Et pour terminer, peut-être que je peux vous montrer une fiche résumée et une trame d'animation. Alors. Donc, pour chaque support d'atelier à projeter que je vous ai montré, il y a une trame d'animation qui, là aussi, vous permet, alors, évidemment, l'idée, c'est que vous vous l'appropriez, mais qui permet en fait, de structurer son atelier et donc de savoir à quel moment on fait quelle partie de l'atelier, mais ça donne aussi des petites idées d'animation, de choses comme ça, donc de mécanique d'animation. Et enfin, et ça c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, l'idée de créer le maximum de choses pour pas simplement laisser les gens repartir comme ça, mais avec des éléments pour se rappeler, pour se remémorer les choses. Donc là, par exemple, chaque exercice, chaque trame vient avec un résumé qui permet aux gens de repartir avec en papier ou en digital, voilà, pour se rappeler les éléments clés. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les bons clics. Je vous rends la main, du coup. Merci beaucoup, Paul. Beaucoup de remerciements dans le chat pour ces ressources. Une question d'un conseiller numérique qui dit
Pour ma part, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour apprendre à payer en ligne, par exemple, mais elles avaient peur du paiement en ligne. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour les rassurer et les amener à mieux comprendre la procédure? Alors, si vous avez une réponse, on est preneur, sinon ça va faire une très bonne transition pour le témoignage après, mais peut-être que les bons clics a une méthode. Alors la méthode, je dirais, alors j'ai pas forcément de méthode unique, mais je dirais que la méthode, c'est je pense que ce qui fait peur, c'est aussi de pas connaître ou pas comprendre. Donc je dirais que la méthode, c'est d'expliquer et de donner des exemples et de donner aux gens les moyens oui, de comprendre et donc d'être plus en contrôle et en maîtrise de ces sujets. Donc là, je n'aurais pas de choses très spécifiques à vous donner comme méthodologie. En revanche, je dirais que justement, tout ce qu'on fait, nous, ça sert à partir enfin, en tout cas, si on part d'une peur comme ça, à apporter de l'information de manière la plus simple, pédagogique, sympathique possible pour arriver à déconstruire cette peur et derrière à donner les moyens et voilà. Donc je dirais pas que la réponse c'est utiliser les bons clics, mais en tout cas ça participe. Je vois qu'il y a une question qui disait est-ce qu'il faut un compte pour pouvoir utiliser un exercice sur les bons clics? Alors il faut un compte, pas forcément, vous pouvez faire un code pour vos apprenants. Donc, ils peuvent juste un code qui leur permet de rentrer le code et de pouvoir utiliser l'exercice. Après, s'ils font un compte, ça leur permet de retrouver les exercices qu'ils ont déjà fait, etc. Donc, ça permet un peu plus de suivi. Sinon, il faut recréer un code à chaque fois. Voilà. Ce qui bloque et ce qui font, je regarde, et font peur les usagers, c'est. Donc, j'ai l'impression que les gens ils rebondissent sur ces questions-là. Et je voulais juste vous dire, aussi qu'on est tout à fait preneur de vos retours. Donc c'est très gentil et on est ravis que ça vous plaise. Mais n'hésitez surtout pas. Alors là, dans le chat, ce serait pas forcément la meilleure manière de faire parce que j'aurais pas forcément une copie du chat, etc. Mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos retours si en animant vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, que quelque chose c'est un peu défraîchi et qu'il faudrait le réactualiser, etc. On a maintenant plus de 300 ou 350 ressources sur les bons clics, donc on n'a pas forcément tout le temps la vue en temps réel sur est-ce que tout est toujours d'actualité. On fait au maximum, on a une équipe pédagogique qui travaille là-dessus, mais parfois, effectivement, vous nous aidez à remonter aussi des petites coquilles, des petites informations qu'on pourra mettre à jour. Donc voilà, n'hésitez pas. Par quel moyen vous pouvez nous écrire sur les bons clics, sur contact@lesbonsclics.fr. Mais de toute façon, vous trouvez cette adresse sur le site des bons clics. Voilà. Super, merci beaucoup Paul. Et du coup, je laisse la parole à Marion Guyen et Johan Clan pour le témoignage retour d'expérience de cette fin de webinaire. Je vous laisse allumer le micro, caméra et la parole est à vous. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Oui. Ok. Alors moi, je vais laisser ma caméra éteinte parce que j'ai une connexion merdique, donc dans le doute. Oui. Voilà. Donc, je me présente, je suis conseiller numérique de la métropole de Montpellier. Je travaille au CCAS avec Marion Guyen. J'ai sélectionné personnellement 3 missions d'accompagnement que j'ai assez régulièrement, comme par exemple accompagner les personnes sur faire des devis, si vous voulez, sur des ordinateurs, smartphones, tablettes. En fait, je rebondis là-dessus parce que si on ne va pas sur Internet, on peut louper pas mal de promotions, ou en tout cas des prix qui sont vraiment uniques à Internet. Et au niveau du budget, ça peut faire quand même du bien d'avoir ces promotions-là. Donc, effectivement, je prends la personne avec moi, je lui demande de quoi elle a besoin, et après, je vais sur des sites comme par exemple Amazon ou d'autres sites dans le même style pour leur montrer qu'effectivement, ils ne sont pas obligés d'aller dans des magasins physiques pour trouver des appareils, mais ils peuvent aussi aller sur Internet pour trouver moins cher le même appareil. Alors, effectivement, généralement, les gens ont plutôt peur, ils préfèrent mieux le physique, parce que moi, ils peuvent voir la personne et ils ne sont pas arnaqués, etc. Donc après, c'est là où je leur montre un petit peu aussi les avantages d'Internet, en disant qu'effectivement, c'est quand même assez sécurisé, je les accompagne à créer un compte, je les accompagne. Après, ils le font à la fin ou pas, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je leur montre un petit peu comment ça peut fonctionner pour les rassurer. Qu'ils comprennent, comme je disais tout à l'heure, en fait, la grande peur des usagers, c'est qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement. Et donc, du coup, ils se bloquent, ce qui est logique.
Donc, en les accompagnant, en leur montrant en fait que ce n'est pas forcément non plus trop compliqué et pourquoi c'est sécurisé, quelquefois, je dis bien quelquefois, c'est assez rare, les personnes payent par Internet. Et c'est assez rare. Deuxième chose que je fais assez régulièrement, c'est des formations sur les smartphones pour pouvoir éventuellement qu'ils sachent à la fin télécharger des applications. Ce qui leur permettra après de faire l'application de budget. Que là, du coup, après, ma collègue Marion va sûrement sauter dessus pour vous en parler un petit peu des applications budget qu'elle utilise. Donc, Vas-y, vas-y, vas-y. Marion. Non, Ah, vas-y, ok. Johan, finis, je dirai après. Ok, ça marche. Et enfin, là, on a avec Marion, justement, qu'on travaille beaucoup ensemble. On a en fait un projet de faire un atelier sur les banques en ligne, pas les banques en général, parce que personnellement, en tout cas, je ne vais pas du tout sur les banques, sur le compte des banques avec les usagers, parce que niveau RGPD, normalement, on n'a pas forcément le droit d'y accéder, nous, en tant que conseiller numérique. Mais par contre, Marion, qui est une assistante sociale, elle a plus le droit de le faire. Donc, du coup, on va faire bientôt comment ça s'appelle un, j'ai un trou un cours, enfin pas un cours, un atelier, voilà, un atelier ensemble pour que je puisse aller avec les gens sur leur compte et leur montrer un petit peu comment cela fonctionne avec les boutons, les prélèvements, tout ça. Voilà, tous les boutons qui pourraient leur intéresser pour avoir un RIB, par exemple, assez facilement sur leur smartphone, sur l'ordinateur. Tout ça, que pour l'instant, en tout cas, je m'interdis personnellement de faire avec les usagers car je ne pense pas avoir le droit de le faire. Voilà, je laisse la parole maintenant à ma collègue Marion. Donc, je me présente, du coup, Marion Guéguin. Alors, je suis conseillère en économie sociale familiale, donc travailleur social au sein du CCAS de Montpellier. Et je suis plus précisément conseillère budget sur un point conseil budget. Donc, j'ai plusieurs missions diverses et variées, notamment l'accompagnement budgétaire, l'accompagnement au dossier de surendettement et l'accompagnement dans les demandes de microcrédit. Alors, c'est vrai que Johan, il a raison. Nous, la chance qu'on a sur le CCS de Montpellier, c'est qu'on travaille dans un centre qui s'appelle le Centre des expérimentations et de l'innovation sociale, où on a du coup plusieurs plateformes, donc notamment la plateforme numérique qui traverse toutes les autres plateformes du CIS, donc avec la santé, le budget et l'emploi. Donc, on est amené assez régulièrement à travailler ensemble avec Johan sur justement la thématique budgétaire en lien avec l'utilisation du numérique au sens assez large. Pourquoi? Parce que comme il a été expliqué dans les présentations avant, c'est vrai que pouvoir maîtriser l'outil numérique peut du coup permettre à des personnes de gagner en pouvoir d'achat, notamment sur tout ce qui est promotion, tout ce qui est aussi comparateur de prix et enfin, comparateur au sens large, hein, pas que les achats au sens consommation, mais aussi par exemple énergétique, etc. L'outil numérique aussi peut permettre, quand on le maîtrise et quand on maîtrise le smartphone, comme le disait Johan, de pouvoir télécharger des applications des banques, télécharger aussi des applications qui existent pour la gestion budgétaire. Donc, notamment, comme il a été présenté là par les bons clics et WeTakeCare, tout ce qui est pilote dépenses, pilote budget. Nous, on utilise aussi beaucoup budget grande vitesse. Mais ça, pour ça, il faut savoir maîtriser son téléphone, il faut savoir où aller, il faut savoir charger une application, etc. Donc, c'est vrai que nous, on a cet avantage que nos conseillers numériques, donc on en a 2, proposent des ateliers au public sur l'utilisation du smartphone, sur l'utilisation de l'outil numérique. Et quand on est sur des thématiques bancaires, on est à 2. Et du coup, on peut effectivement faire cet atelier en co-animation en fait sur d'abord l'utilisation du numérique en lien avec le budget. Donc ça, c'est une force qu'on a nous qui est assez, je pense, intéressante. Après, j'ai vu dans les commentaires passer les principes d'Aidant Connect et tout ça. Alors, c'est vrai que Aidant Connect est pas mal. Après, Aidant Connect, c'est permettre de faire à la place de la personne et du coup d'être protégé en cas d'erreur qui est fait. Je ne suis pas sûre que les conseillers numériques fassent beaucoup à la place des personnes, plus
les accompagne dans la démarche l'apprentissage, etc., à côté, en fait, si je puis dire. Donc, mais c'est vrai que c'est un outil qui est assez intéressant, mais pour ça, il faut avoir France Connect aussi. Donc, du coup, et tout le monde n'a pas France Connect parce que tout le monde ne sait pas se créer un compte, comment ça marche, à quoi ça sert. Ça peut faire aussi beaucoup peur. Je l'avais vu dans les commentaires au début. Le fait de pouvoir, avec un seul identifiant et un seul mot de passe, se connecter sur beaucoup de sites. Il y a parfois des gens qui sont un peu flippés du coup d'avoir cette possibilité-là, notamment aussi par ce qui était dit dans la conversation. Tout ça encore en lien avec la sécurité. Le numérique fait peur à beaucoup de monde qui n'ont pas la maîtrise, comme les conseillers numériques ont la maîtrise parfaite du numérique. C'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Donc nous, avec Johan, on essaie de travailler à ouais, lever les peurs, essayer de rassurer, montrer comment ça fonctionne, faire avec eux dans les ateliers collectifs ou en individuel aussi d'ailleurs, parce qu'on fait les deux, pour leur démontrer que le numérique est quelque chose d'assez important aujourd'hui dans la place du quotidien parce que beaucoup de démarches se font par le numérique, mais que quand on le maîtrise un petit peu, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour le témoignage sur le terrain du lien entre les travailleurs sociaux et les conseillers numériques dans l'accompagnement des usagers au quotidien. Merci beaucoup, Marie. Merci, Johan. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter vu ce qui est passé dans le chat. Alors, je vois le dernier commentaire. Alors, je m'excuse si Sylvia France, différence entre la vraie vie du conseiller, ce que nous faisons tous les jours et ce qu'il est prévu que nous fassions. Et elle a tout à fait raison. C'est exactement ça. Il y a ce qui est prévu et il y a ce qui est vraiment fait et faisable et possible de faire dans la vraie vie. Et parfois, il y a un monde. Si vous avez des questions pour tous les intervenants de ce webinaire, il nous reste 8 minutes, un peu moins que les 10 prévus, mais on a fait pas mal de questions au fur et à mesure aussi. Il y a notamment une question qui est passée sur les formations prévues ou non par la Banque de France. Alors, je pense que dans le dispositif EducFi, ça peut rentrer, mais est-ce que la Banque de France dispense des formations pour les conseillers numériques ou autres acteurs sociaux pour la complétion d'un dossier de surendettement ou demande de mise en place microcrédit? Nathalie, je vous laisse la parole. Vous verrez dans le détail de la diapo là, qui vous a été présentée tout à l'heure, il y a notamment une formation qui s'appelle Constituer un dossier de surendettement, donc qui vise la complétude, comme vous l'avez évoqué. Et concernant la demande de mise en place du microcrédit, on a une formation sur le microcrédit, mais la Banque de France n'intervient pas dans la mise en place du dossier de microcrédit. On est là pour promouvoir tous les dispositifs qui favorisent l'aide auprès des usagers en fragilité financière. Donc, on pourra expliquer le microcrédit personnel, professionnel, ce qu'il recouvre, les acteurs, mais en tout cas, on n'aidera pas dans le montage d'un dossier de microcrédit. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de la Banque de France, de votre département. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez également m'écrire et je vous mettrai en relation avec les personnes qui peuvent vous contacter et voir comment monter une formation parce que pour moi, les conseillers numériques France Service sont des acteurs de la sphère sociale et donc vous rentrez pleinement dans toutes les formations que l'on dispose auprès des autres intervenants sociaux, que ce soit des assistantes sociales, des points conseil budget, donc il n'y a aucun souci et c'est la raison un petit peu de notre présence à ce webinaire. Tout à fait la raison de votre présence à ce webinaire. Il y avait une question sur le recours possible auprès d'une banque pour une personne qui s'est fait manipuler pour donner ses codes de paiement. Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Alors moi, je dirais que le b.a.-ba, c'est de regarder ce qui figure dans les conditions générales de banque, parce que quand on ouvre un compte bancaire, en fait, souvent, on nous donne plein de papiers, ou en tout cas, quelquefois, sont affichés dans les banques qui ont encore un guichet physique, des conditions générales de banque et qui s'appliquent.
Donc, et les conditions, elles sont propres à chaque établissement. Les conditions ne sont pas uniformes, du coup les frais ne sont pas uniformes, donc les dispositifs de recours, après il y a ce qui est légal, qui s'applique à tous, mais déjà quand vous vous apercevez que vous faites l'objet, que vous venez de faire l'objet d'une arnaque, c'est tout de suite d'appeler votre établissement bancaire pour le signaler, comme quand vous faites voler votre carte bancaire ou vous ne la retrouvez plus, tout de suite d'avoir le numéro de téléphone pour signaler l'événement qui vient de vous arriver pour que votre banquier soit vigilant à tout ce qui va se passer sur le compte bancaire. Merci beaucoup et quand vous dites qu'on peut vous contacter, est-ce que c'est sur votre adresse, est-ce que vous avez une adresse à communiquer pour qu'ils vous contactent s'ils ont des Oui, questions? oui. Alors donc Nathalie, Nathalie, point Ravet, RAVET, arrobase, banque au singulier, france.fr. Et donc, je vous mettrai en relation. Après, vous retrouvez les banques de France sur notre site internet, mais je vous mettrai en relation sans aucun problème avec mes collègues. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat avant qu'on clôture? Je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci à tous nos intervenants aujourd'hui. C'était très riche. Vous retrouverez évidemment la présentation et le replay sur la base des conseillers numériques. J'essaierai aussi de mettre les liens de toutes les ressources qu'on a mentionnées, notamment les formations, les ressources, les bons clics, la plateforme l'offre multicanal de la Banque de France, tout ça. Donc un grand merci aussi à tous les participants pour vos retours dans le chat. C'est toujours très précieux de voir comment vous emparez des sujets qu'on traite. Donc merci beaucoup à tous. Vous aurez la présentation en PDF tout à fait. Et on vous retrouve dans les prochains webinaires thématiques conseillers numériques qui seront, je pense, fin novembre, début décembre, mais on vous communique ça très vite. Merci beaucoup encore à la Banque de France, WeTechCare et au CCAS de Montpellier pour vos interventions et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.